C'est parti pour un nouveau rendez-vous de 7 PM Auto. Bonjour Ali. Bonjour Jean-François. Alors, mobilité verte, mobilité durable, la France, on le sait, fourmille de solutions pour améliorer notre quotidien et tout cela, bien sûr, dans le respect de l'environnement. Et l'une de ces solutions est bien connue des habitués de 7 PM. Il s'agit de Drivey, l'application bas son plein, toujours dans le domaine de la location entre particuliers. On fera le point avec vous, Constance Lefebvre, tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing donc chez Drivey, mais Drivey se tourne vers les professionnels. C'est quoi votre idée? C'est de fâcher définitivement la branche loueur du CNPA, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, voilà, on a de plus en plus de professionnels qui nous contactaient pour nous dire « Nous avons des véhicules qui sont inutilisés, c'est des véhicules de remplacement, c'est des véhicules d'occasion que nous n'arrivons pas à vendre. » Des VO qui collent. Voilà, des VO qui collent. Est-ce qu'on peut les louer sur votre site? Voilà. Et donc, maintenant, ce n'est pas uniquement les particuliers qui peuvent louer leur véhicule, mais également les professionnels de l'automobile, donc des garages, des concessions, des carrossiers, des réparateurs. Ne dites pas tout de suite. Je donnerai des détails après. On l'a encore vu au mois de janvier, le marché des véhicules hybrides et électriques et hybrides rechargeables est encore une niche. Cela n'a pas empêché Fabrice Spa, bonjour. Bonjour. De fonder avec un associé, puisque vous êtes deux associés, briscar.com. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit tout simplement d'un guide en ligne qui va faciliter l'achat de ce type de véhicule, électrique, hybride rechargeable, mais également l'achat et l'installation de bornes de recharge, que ce soit pour des professionnels, collectivités, entreprises et particuliers. Et ça n'existait pas. Et ça n'existait pas. Fiscalité, économie sur la facture carburant, les mobilités durables sont un enjeu pour les entreprises aussi bien que pour les collectivités, ça fait longtemps que ça dure comme ça. Mobility Tech Green est la preuve qu'en province aussi, l'autopartage a droit de citer. Pascal Roux, vous avez cofondé cette société bretonne, je crois bien. Oui, c'est bien ça. Et vous êtes ici pour présenter e-Colibri, on en reparlera un peu plus tard, mais une question un peu provoque pour commencer. Est-ce qu'on doit faire définitivement le deuil de la voiture de fonction ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a, comme dans toutes les évolutions qu'il y a autour de l'automobile, il y a probablement des parts de marché à prendre pour tout le monde, des nouveaux usages qui vont se développer. Est-ce que ça restera un marché de niche comme ça l'est aujourd'hui ou est-ce que ça va se développer de façon plus importante? Je pense que ça va se développer de façon plus importante, sinon on n'aurait pas créé Mobility Tech Green. Mais globalement, je pense que comme la voiture électrique va côtoyer la voiture thermique encore quelques années, voire très longtemps, je pense que tout le monde a sa place dans ce fonctionnement. D'accord. Alors, comment viabiliser le covoiturage quotidien? Eh bien, grâce à WazeUp, une application mobile lancée par vous, Julien Renard, bonjour. Bonjour. Vous avez, vous aussi, cofondé cette entreprise avec Cyril Courtière, c'est bien cela? Tout à fait. Première question en guise de clin d'œil à votre formation. Est-ce qu'il faut impérativement faire une école de commerce pour faire de la mobilité durable? Non, pas du tout. On a un très bel exemple de français de Blablacar qui, oui, a fait une école ensuite aux États-Unis, mais qui à la base ne vient pas forcément de l'école de commerce et qui a très bien réussi. Alors expliquez-nous le principe de WazeUp. C'est une start-up, WazeUp? Oui, c'est une start-up donc spécialisée sur les trajets domicile-travail. Le covoiturage qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est l'occasionnel longue distance avec un champion français qui est Blablacar. Nous, on veut faire décoller le covoiturage domicile-travail qui a des contraintes bien spécifiques en termes de détours, d'horaires variables et de partage de frais notamment. Et pourquoi s'être focalisé sur ce trajet domicile-travail? C'est parce que le longue distance était déjà pris ou... Alors le longue distance était déjà pris et le domicile-travail représente un très fort potentiel parce que c'est 80% des trajets en réalité. Le marché est beaucoup plus difficile à prendre, mais on s'y est attaqué avec une solution spécifique. Et la solution, vous la proposez à des entreprises, je crois, directement. Oui, on la propose à des entreprises. Et donc, aujourd'hui, comme client, on a notamment le technocentre de Renault à Guyancourt et le siège social de Bouygues. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, concrètement, c'est une application mobile iPhone, Android, mais aussi un accès Internet pour les salariés qui ne sont pas encore équipés de smartphone. Et donc, en fait, on leur propose d'enregistrer leur trajet, on leur propose des covoitureurs sur le trajet exact, donc y compris s'ils font un détour, par exemple, pour déposer des enfants, et on leur permet de s'organiser, en gros, dans la dernière heure, s'ils sont en horaire variable. Donc, en fait, les trajets, vous faites toujours à peu près les mêmes, ce qui change, c'est l'horaire. L'idée, c'est que dès que le conducteur sait qu'il va partir, 30 à 40 minutes avant, il peut envoyer une alerte à ses passagers potentiels qui se greffent sur le conducteur qui, finalement, part à la bonne horaire. Et c'est comme si on allait un taxi, c'est ça? Ça revient un peu à ça? Alors oui, mais un petit peu en avance, c'est-à-dire qu'on ne met pas du tout le salarié dans une position d'autostoppeur. Il sait qu'il va pouvoir repartir le soir, simplement il va sélectionner le conducteur qui convient le mieux à son horaire. Ça marche?
Alors oui, on a lancé il y a 15 jours au Technocentre. En termes d'inscrits, on a déjà l'équivalent de ce qu'avait fait un site classique interentreprise en 9 mois, alors que nous, il y a 15 jours d'existence au Technocentre seulement. Dans une interview que j'ai pu lire, vous regrettez néanmoins le fait que le covoiturage peine à décoller dans le milieu professionnel. Comment vous l'expliquez ça? Alors justement, nous, notre vision, c'est qu'il y avait un problème d'outils. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, les sites de covoiturage dans les entreprises, c'est tout simplement un site comme Blablacar, mais aux couleurs de l'entreprise. Un site longue distance, c'est fait pour réserver un billet de covoiturage comme vous réservez un billet de train en 3 clics. Le domicile travail, c'est pas du tout ça. C'est comment je m'organise sur mon détour, comment je prends un covoiturage dans la bonne horaire en dernière minute, comment je partage mes frais, c'est des petites sommes régulières. Donc, typiquement, on permet aux gens de faire leur compte. Vous covoiturez pendant 1 mois avec différentes personnes et l'application vous dit à chaque fois combien chacun se doit et vous vous compensez par un chèque ou un resto en fin de mois si vous alternez les véhicules et qu'il y a 2-3 trajets de différence. Et vous avez quantifié ce bénéfice, que ce soit pour les covoitureurs ou pour les entreprises? Oui, alors pour les covoitureurs, alors ça dépend évidemment de la distance domicile-travail, mais on va dire en Ile-de-France en moyenne, c'est à peu près 80 € d'économie par mois pour un salarié. Donc à l'échelle d'une entreprise, en termes de pouvoir d'achat de ses salariés, c'est assez énorme. Hein. Sur le Technocentre de Renault, 10% de covoitureurs, 1 jour sur 2, c'est 1,6 million, enfin l'équivalent d'1,6 million en équivalent salaire redistribué. C'est évidemment des gains écologiques qu'on est capable de calculer et justement on fournit ces outils à l'entreprise. On a le nombre de covoitureurs, le nombre de kilomètres covoiturés, les euros, le CO2 économisé. Et puis pour les entreprises qui ont besoin de réduire leur place de parking, c'est évidemment un outil intéressant. Et là, je vous ai amené ici donc une nouveauté qui est le chèque covoiturage. Donc c'est un chèque de 20 € qu'on distribue dans certaines de nos entreprises, par exemple Snecma et Ilti. Le principe est le suivant, un salarié qui aura covoituré pour 20 € pendant le mois de lancement verra ces 20 € remboursés sur sa fiche de paye. Et donc typiquement, ce cofinancement peut être un moyen très incitatif pour que les salariés s'y mettent. Ouais, c'est plein d'idées tout cela. Hein. La moyenne d'âge de vos utilisateurs, c'est toute génération? C'est toute génération, on est quand même plus sur du 35-40 ans, un peu plus élevé que les sites de covoiturage longue distance qui sont plus axés vers les jeunes, on va dire. Dans l'entreprise, on est un petit peu au-dessus. Et alors, vous parliez du Technocentre de Renault, mais il se dit aussi que Renault est très intéressé par votre application pour l'intégrer à son Airlink, à son système embarqué. Est-ce que c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied pour un constructeur de s'intéresser au covoiturage? Parce que ça fait moins de VN par définition. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, je leur ai demandé, quand ils nous ont sélectionnés dans l'incubateur Mobilité Connectée, en réalité, comme dans pas mal de secteurs, c'est vous voyez le marché évoluer, vous vous dites que les gens vont avoir besoin de cette fonctionnalité covoiturage, vous essayez de freiner, vous n'y allez pas, quitte à vous couper des early adopters, ou alors vous décidez vraiment d'y aller pour s'adresser à ce nouveau marché et ces nouveaux consommateurs. C'est le choix de Renault a priori. D'accord. Pascal Roux, le covoiturage, vous vous y mettez, je crois aussi chez Mobility Tech Green, puisque vous venez de l'intégrer à eColibri. Complètement. On a décidé, on s'est aperçu qu'en fait, partager les voitures successivement les uns après les autres, utiliser une voiture dans une entreprise, c'était un atout pour diminuer le nombre de voitures, pour diminuer les frais occasionnés par cette voiture. Mais c'était aussi un atout de pouvoir la partager physiquement avec quelqu'un quand on va sur une même réunion ou dans un même salon. Et donc, on a installé une offre covoiturage dans notre système d'autopartage. Ça a démarré? Ça vient de démarrer là, il y a quelques semaines, début de l'année. Donc on est en plein test. Mais à force, comment fait-on la différence entre covoiturage et autopartage? Moi j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. Alors c'est pas la même chose. Le covoiturage, c'est bien évidemment partager sa voiture en même temps pour faire un trajet commun d'un endroit à un autre, éventuellement le retour quand c'est du domicile-travail. L'autopartage, c'est utiliser la voiture de façon raisonnée et établie informatiquement de façon à ce qu'on puisse l'utiliser successivement, l'une des personnes de 14h à 16h, l'autre personne de 16h à 18h, plutôt que d'avoir deux voitures qui circulent de 14h à 16h ou de 16h à 18h. Et ça rentre dans les mentalités vraiment? Et ça rentre dans les mentalités. Ça a mis 5-6 ans à faire son chemin et à avancer. Et aujourd'hui, on commence à voir des très grandes entreprises en faire une vraie politique de gestion de leur flotte. C'était le cas d'Orange, puisqu'on a signé un contrat avec Orange il n'y a pas très longtemps, où l'ambition est de mettre 1500 voitures en autopartage, ce qui est considérable. Et ça fait combien de voitures neuves, non achetées? Est-ce qu'ils savent ça chez Orange? Alors, sûrement.
En partie. Il n'y a pas d'études qui ont été faites en France par rapport à ça. On sait sur le domaine public, en fait. Façon Autolib, quand on met une voiture en autopartage, ça représente à peu près 10 voitures supprimées. C'est le chiffre qui est annoncé aujourd'hui. Et il y a une étude américaine qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps qui nous dit que ça peut supprimer jusqu'à plus de 30 voitures. 32 précisément. Voilà, 32 précisément. Et donc, effectivement, entre 10 et 32, on a une marge à trouver. Ceci dit, plus on aura d'utilisateurs de l'autopartage, en plus grand nombre, bien évidemment, plus ça nous permettra, nous, d'affiner nos chiffres et de donner des résultats cohérents. À la base, Ecolibri, c'était pour construire, enfin en tout cas lancer le réseau d'autopartage rennais, c'est bien ça? C'est ça. L'idée, c'est que... Ça a 10 ans, combien? Non, moins. Alors, Ecolibri, ça a 5 ans. Oui. Et le système d'autopartage rennais, ça a 6 ans à peu près, Oui. donc c'était à peu près ça. Et donc on avait cherché ce qui se faisait en technologie. C'était des technologies un peu dépassées qui venaient de pays étrangers notamment. Et donc on s'est dit qu'à Rennes, il y avait la possibilité de trouver toutes les compétences pour réussir. On a créé un cluster avec quelques entreprises locales et on a défini une politique informatique et de système embarqué qui nous permet de réaliser Ecolibri aujourd'hui. Et cette plateforme, aujourd'hui, combien d'entreprises, combien de collectivités l'utilisent? Alors en entreprise, on doit être à une quinzaine, en collectivité, on doit être à 4 ou 5. On est présent quasiment partout en France, Ouais. on est présent en Belgique et en Suisse aussi, et prochainement en Allemagne. Alors, question à tous les deux. Julien Honard, que vous disent les entreprises qui refusent quand vous les sollicitez, enfin, que ça n'intéresse pas? En fait, bien souvent, toute entreprise, enfin tout site de plus de 2000 salariés a déjà essayé des choses sur le covoiturage. Oui. Un outil interne ou un outil type site classique. Avec dont plus je ou moins parlais de tout à l'heure. succès. C'est ça le problème. C'est en fait, il y en a qui nous disent, bon, nous on a déjà essayé 2-3 fois. Effectivement, on voit un intérêt dans votre solution, mais pour l'instant, on va se mettre en attente parce qu'on a déjà beaucoup fait. En revanche, d'autres qui ont déjà fait, mais se disent, effectivement, ça c'est vraiment la solution qui paraît être la bonne pour le domicile travail. J'ai le directeur de site de ADS qui m'a dit une fois, bon, si ça ne marche pas avec WiseUp, je ne vois pas comment ça peut marcher. Voilà. Et donc, c'est ces entreprises-là qui nous font confiance dès le départ. Et ensuite, on reviendra voir les autres quand on aura des chiffres très intéressants. Et vous, Pascal Roux, les freins, vous les voyez où? Alors souvent c'est trop cher, c'est-à-dire qu'en fait le fait d'implémenter notre solution dans leur voiture, ça coûte un peu d'argent et donc ils nous disent c'est des investissements qui sont trop lourds. Alors il faut reprendre méthodiquement toutes les bases de dépenses d'une entreprise, c'est le remplacement du taxi, le remplacement de la location courte durée, le remplacement des frais kilométriques, mais pas seulement ça, c'est aussi la gestion du remboursement des frais kilométriques, le comptable qui va le faire, l'assistante qui va recevoir les documents, etc. Et quand on regarde tous les coûts évidents et des coûts cachés, on arrive à leur montrer que on arrive à baisser fortement la facture et dans les grandes entreprises. Combien à peu près? Alors en gros aujourd'hui il est de 30%, c'est-à-dire que quand grâce c'est à à peu près ça, l'autopartage, c'est à peu près le chiffre. Sur le on est entre TCO 28, normal, voilà, c'est ça, on est entre 28 et d'une 30%. flotte. D'accord. Et quelle est la taille critique d'une flotte automobile d'entreprise ou de collectivité pour rentabiliser justement votre service Ecolibri? Alors, globalement, on s'est aperçu, par exemple, chez Bouygues Télécom, où on a installé 22 véhicules, que c'était quelque chose d'extrêmement rentable pour eux. C'est-à-dire qu'ils avaient supprimé un certain nombre de mobilités parallèles, et notamment des navettes qu'ils avaient qui faisaient de l'intercite, en fait, chez eux, et des navettes qui leur coûtaient excessivement cher, d'abord parce que c'est des camions avec un chauffeur, et qu'à l'époque, ils ne sont pas toujours pleins, c'est pas toujours au bon moment, enfin bon, etc. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi le fait que l'autopartage, ça peut être un plus pour le salarié, c'est-à-dire que notamment chez Bouygues, il y a la possibilité de prendre le véhicule le soir et le week-end pour leur déplacement personnel, avec bien évidemment une quote-part payée par le salarié pour éviter l'avantage en nature, mais c'est un vrai plus, un principe de conciergerie en fait adapté à l'entreprise. Fabrice Spa, je vous laisse vous réhydrater, mais je me tourne forcément vers vous pour le véhicule électrique, l'autopartage électrique. Bon, tout le monde connaît le succès du groupe Bolloré dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que pour lancer le véhicule électrique et puis les hybrides rechargeables un peu plus tard, l'autopartage est une bonne solution? C'est une des pistes privilégiées par les constructeurs. On l'a vu chez Orange avec des Twizy en autopartage. On le voit naturellement avec le groupe Bolloré en région Île-de-France, Autolib, Bluely maintenant à Lyon, Bluecube sur Bordeaux. C'est une manière à la fois de booster les immatriculations de véhicules électriques et c'est une manière de démontrer que le véhicule électrique est une réalité et que finalement la rupture technologique ou d'usage qui est tant décriée par les médias ou voire par les automobilistes, les thermiques. Voilà, c'est une réalité et ça peut être une belle vitrine pour le VE, c'est vrai.
Il y a un acheteur type, un consommateur type de véhicules électriques? Non. On l'a vu au travers de la conférence de presse qui avait été donnée il y a quelques semaines par Renault concernant le premier anniversaire de sa Zoé. Il n'y a pas véritablement d'acheteur type. Le plus intéressant, c'est que très souvent, on associe véhicule électrique et professionnel, collectivité. Disons, ça va rentrer dans une collectivité, dans une flotte. Finalement, 40% des acheteurs de Zoé sont des particuliers, avec des profils très, très différents. À partir du moment où l'autonomie correspond à mes besoins, eh bien, je suis un client potentiel. Pascal Roux, on vous en demande des véhicules électriques? Tout le temps. On en met énormément et je pense que l'autopartage est en plus un bon vecteur pour faire adopter le véhicule électrique, simplement parce que les gens ont la possibilité de l'essayer. Vous savez le principe, moi le premier, moi qui suis d'une Essayer, c'est culture, l'adopter. voilà, moi qui suis d'une culture thermique parce que d'un certain âge déjà, et effectivement on a, dès qu'on monte dans une voiture électrique, on trouve qu'il y a plein d'avantages. Alors c'est le silence, c'est plein de choses comme ça qui font que on l'utilise très facilement après. Et le fait que l'autopartage soit un vecteur de communication pour le véhicule électrique, je pense que c'est un atout considérable pour les constructeurs. Pour autant, c'est un peu plus compliqué à vendre qu'un véhicule thermique. Moi, il y a un concessionnaire BMW qui me disait que le temps de négociation est beaucoup plus long. Fabrice Pas, pourquoi, selon vous, y a-t-il besoin d'autant de pédagogie autour du véhicule électrique? Parce que finalement, c'est une voiture avec des roues, un moteur, enfin... Exactement. Tout à l'heure, je vous évoquais la rupture technologique et d'usage. On revient toujours à l'autonomie. Je vais vous citer un exemple très, très concret d'un acheteur d'une Nissan Leaf, le modèle électrique phare chez le constructeur nippon, qui faisait un trajet de 150 km journalier, domicile-travail. Donc c'est vraiment la limite. Il a demandé tout simplement à son concessionnaire de lui prêter pendant 48 heures ce véhicule pour qu'il puisse s'assurer dans des conditions dégradées de cette utilisation et que le produit corresponde à son véritable besoin. Il y a une grande méfiance. Il y a une méfiance alimentée aussi par des a priori. On le sait tous autour de cette table, les trajets quotidiens moyens en France sont inférieurs à 70 km. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, le véhicule électrique peut parfaitement être adapté à la majorité des Français. Et vous, sur votre site briscard.com, vous avez vu, entre votre lancement, janvier 2013 et là, ça fait pratiquement 1 an maintenant, vous avez vu une évolution, des questions plus précises, est-ce que vous communiquez avec les internautes et qu'est-ce qu'ils vous demandent du coup? Exactement. Alors, le site a été monté justement pour accompagner ce mouvement. Il y a une demande vraiment très très forte sur qu'est-ce que l'hybride rechargeable, qu'est-ce que l'électrique, quelles sont les différences, comment je peux la recharger, que ce soit chez moi à domicile, dans une copropriété, sur la voie publique. Les questions se font beaucoup plus précises. On a eu un pic d'activité en mars 2013 lorsque Zoé est arrivée. Donc là, on a été littéralement inondé de demandes de devis sur des bornes de recharge, d'installation. Et on sent qu'il y a une certaine maturité sur les questions de l'électrique. Alors l'électrique, pour l'instant, chez nous, les demandes de cotation sur du véhicule électrique restent marginales. L'essentiel de notre chiffre d'affaires est réalisé sur l'hybride, essentiellement du Toyota et du PSA. Mais les questions, on sent une certaine maturité. Il y a de l'interrogation sur les prix. Est-ce que les gens trouvent ça trop cher ou... C'est toujours trop cher. Ça semble toujours trop cher, même avec le bonus. Pas simplement le véhicule. Non, c'est ça le gros problème. Le TCO est encore très peu intégré chez les particuliers, dans la cible particulier. C'est ce qu'on essaie de démontrer point par point sur notre site, au travers de comparatifs. Pourtant, entre essence et diesel, on voit bien que les particuliers tendent vers l'essence de plus en plus. Donc finalement, cette notion d'usage, de coût d'usage, ils l'ont. Il suffit juste de leur dire que ça marche aussi pour des électriques. Exactement. Et autre chose, on observe dans les flottes d'entreprise, je pense que Pascal Roux le confirmera, pas mal de véhicules à faible ou à zéro émission, mais en location longue durée. Justement, les loueurs longue durée sont pratiquement, je crois, 40%, 46%, il me semble, des immatriculations aussi bien électriques qu'hybrides. Est-ce que vous pensez que cette forme de financement est une solution aussi pour les particuliers, avec la question de l'allocation des batteries toujours? Exactement. Sur l'hybride, beaucoup moins, puisque la question de l'allocation des batteries n'intervient pas. Sur l'électrique pure, c'est extrêmement intéressant. J'ai un coût mensuel, incluant la caisse, et la batterie. Et au bout de 3 ans, si on part sur une location longue durée de 36 mois, je rends le véhicule et je pars sur une autre formule et donc sur un véhicule
qui disposent d'une technologie plus avancée. C'est très avantageux. Très avantageux, une formule de leasing appliquée à ce type de motorisation est très avantageuse. La location sous toutes ses formes, on en parle dans cette PM Auto, avec la location entre particuliers, mais on va rebondir justement sur le véhicule électrique. Constance Lefebvre, est-ce qu'il y a déjà des concessionnaires Renault qui ont mis des Zoé à tout hasard, ou voire des Twizy même, ou des Kangoo Z2 en location sur Drivey? Pour l'instant, on n'a pas de concessionnaire Renault qui ont mis des Mince alors. Zoé et des Twizy. On a une Zoé électrique, on a très peu de véhicules électriques, mais on essaie de développer justement cette offre. Avec ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de l'essayer, ça peut donner envie d'en acheter une. Voilà. Bon, si je parlais de concessionnaires, la Renault précisément, parce qu'on évoquait leur véhicule électrique, mais Drivey s'intéresse maintenant aux professionnels, on en a parlé en introduction. Alors ces professionnels, c'est qui? C'est les agents, les MRA, les concessionnaires? Voilà, c'est tout type de professionnels. Aujourd'hui, on a plus de garages, des carrossiers, mais on vise aussi les grosses concessions, les petites concessions de province, de Paris, sur toute la France. D'accord, un sacré marché. Comment est-ce que C'est vous un êtes grand accueillis marché. pour l'instant? Alors, il y a différentes... soit les gens sont vraiment ouverts et ils cherchent des nouveaux relais de croissance. Donc, pour nous, c'est une activité, on leur vend ça comme une activité complémentaire. L'avantage, c'est que c'est immédiatement rentable parce qu'il n'y a pas d'investissement financier initial. Il n'y a aucun risque. On leur dit, essayez, louer un véhicule, 2 véhicules. Si ça marche, tant mieux pour vous, vous en mettrez d'autres. Sinon, tant pis, il n'y a aucun risque pour vous. Et tout est fait pour que ce soit simple, flexible, sans contrainte. Voilà, donc à Comment ceux ça se passe qui... concrètement? Par exemple, l'agent ou le garagiste s'inscrit sur drivey.com, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, pour l'instant, le fonctionnement est le même pour les particuliers ou pour les professionnels. Mais on a comme objectif de vraiment différencier notre offre particulier et professionnelle dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et qui fixe, est-ce que c'est comme pour les particuliers? Est-ce que c'est le garagiste qui fixe le coût de location? Voilà, c'est le garagiste qui choisit son prix de location. Alors bien sûr, nous, on les conseille. Souvent, ils nous appellent pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc, on les aide à fixer leur prix. Ceux qui vont mettre un prix plus élevé que le marché vont peut-être louer un petit peu moins mais gagner plus. Et l'inverse peut être vrai également. Mais alors, je rebondis sur ma question un peu provocatrice d'introduction. Qu'en pensent les Hertz, les Avis, les loueurs courte durée? En fait, on n'est pas vraiment sur le même marché que les loueurs courte Vraiment durée. C'est-à-dire que les loueurs courte durée sont déjà beaucoup sur les aéroports. Nous, on n'est pas du tout aux aéroports. Eux, ils font de la location usage professionnel. Alors les loueurs de proximité comme France Car, alors, il y en a beaucoup qui font de la location pour un usage professionnel. Nous, on est vraiment sur du particulier. Vous avez la réponse à tout, ça? Non, c'est pas ça. Mais en fait, aujourd'hui, on est vraiment petit par rapport à eux. Nous, ce qu'on compte faire, c'est pas prendre leur part de marché, c'est entre guillemets agrandir le marché. Parce que la location, c'est un usage qui est très peu développé. Nous, on veut développer l'usage de la location de voiture, de nouvelles habitudes. Voilà. Quand vous dites vous êtes petit comment? Alors, c'est vrai qu'on grandit beaucoup. On a fait la x3 en un an. Aujourd'hui, on a 13 000 voitures et utilitaires à louer en France. C'est sacré flattant quand même. On a à peu près 180 000 inscrits. Donc voilà, nous, on grandit, on veut se développer. Je crois qu'il y a eu une levée de fonds aussi il n'y a pas très longtemps. La levée de fonds, c'était il y a 1 an et demi. Ouais, on a levé 2 millions il y a 1 an et demi. Et alors, pour ce qui est de la répartition après de la commission, parce qu'il faut quand même parler d'argent, est-ce que votre commission est la même qu'avec les locations entre particuliers? Oui, pour l'instant, la commission est la même. Donc en fait, c'est une commission de 30%. D'accord. Le locataire doit payer sur le site et le propriétaire est payé par virement bancaire toutes les semaines et il reçoit donc 70% du montant de chaque location. Et donc, bien sûr, dans les 30% qui restent, il y a une grande partie qui sert à payer l'assurance. Donc, pendant la durée de la location, le véhicule est couvert par l'assurance de Drivey, donc on a un contrat avec Allianz, et non pas par l'assurance du garage. Donc ça, c'est vraiment sa responsabilité est dégagée. Voilà, sa responsabilité est dégagée, il n'y a pas de malus, pareil, il ne paye pas les contraventions. Donc vraiment, il ne prend pas de risque. Julie Léonard, je vous vois un peu admiratif. Oui, non, mais tout à fait. C'est un parcours qu'on aimerait bien suivre. Moi, j'avais rencontré Paulin de Menton, donc le fondateur de Drivey, au tout départ de Waze Up. Voilà. Alors justement, il était aussi venu sur ce plateau un an après donc le changement de nom, parce qu'il y avait eu déjà Voiture Libre avant ça. Est-ce que vous êtes rentable maintenant? En fait, l'objectif pour nous, c'est pas tellement d'être rentable, c'est vraiment de se faire connaître, de gagner, que les gens connaissent ce principe, d'avoir des utilisateurs, des voitures. Voilà. C'est un business model qui est rentable que sur des très gros volumes. C'est comme BlaBlaCar. Et pendant 4 ans, ils ont gagné très peu d'argent. Il fallait se faire connaître. Donc là, vous avez 180 000 utilisateurs. Votre barre, votre seuil critique pour devenir rentable, c'est combien? 500 000?
Je ne peux pas vous dire exactement, ouais. Bon, très bien. Vous êtes combien dans la vie? Aujourd'hui, on est 17. 17. Ah oui, ça a grossi, Ouais, oui. ça a grossi. Effectivement, très Ouais, bien. bien Bah, sûr. merci à vous quatre en tout cas, et puis vous qui nous regardez, n'oubliez pas que l'actualité des mobilités au quotidien, c'est tous les jours dans cette PM News.